à propos des valeurs de la vie. Les valeurs de la vie, c'est ce que dans le pratique du zen on appelle les kai, les préceptes. Il y en a 16. Et ce sont des préceptes, il y a 10 principaux qui commencent tous par ne pas. Hein. Et c'est ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas avoir de mauvaise sexualité, c'est-à-dire ne pas abuser des êtres à travers la pratique sexuelle, ne pas les exploiter, ne pas s'intoxiquer le corps et l'esprit, ne pas s'enorgueillir et se placer au-dessus des autres, ne pas rabaisser les autres et les critiquer, ne pas être en colère ou agressif, ne pas être avare, et finalement ne pas calomnier les 3 trésors, c'est-à-dire ce qui est la plus grande valeur pour les gens qui pratiquent la voie du Bouddha, c'est-à-dire le Bouddha lui-même, l'éveil si vous voulez, l'enseignement qui résulte de cet éveil, parce que là, j'ai parlé de pratique jusqu'à maintenant, mais évidemment à partir de la pratique, il y a tout un enseignement qui a été donné depuis 25 siècles. Alors il peut s'étudier, ça aide, ça nous donne des points de repère. Donc c'est ce qu'on appelle le dharma, et puis la sangha, c'est la communauté. Eh bien ces 3 trésors fondamentaux, et la communauté notamment, il faut la considérer vraiment comme un trésor. Il y a beaucoup trop de gens qui à l'heure actuelle pratiquent la méditation tout seuls, et c'est dangereux. Et c'est en tous les cas parfois dangereux, dans tous les cas dommage, parce que la pratique de la méditation, si elle nous amène à un véritable éveil, nous amène à la perception de notre unité avec les autres, avec tous les êtres. Ce que j'ai nombreuses fois déjà expliqué depuis tout à l'heure. Et donc, au partage. Et donc, si on ne partage pas la méditation avec les autres, c'est une méditation qui devient quelque chose d'extrêmement égotique. Et ça peut aboutir d'ailleurs à développer l'ego. Souvent, les gens qui pratiquent tout seuls se font un super-ego spirituel, parce qu'ils ont lu des tas de livres, ils peuvent vous faire des discours sur la pratique, sur l'éveil, sur le satori, mais en réalité, ils ne l'actualisent pas parce qu'ils en font quelque chose qui sert simplement à décorer leur propre ego. On devient égocentrique quand on pratique tout seul, forcément. En plus, on n'est pas dérangé par les autres, donc on n'a pas l'occasion de challenge, de recevoir des critiques et donc de se remettre en question. Et donc c'est dangereux. Donc c'est pour ça que la sangha est très importante, est un trésor. Eh bien, ces 10 préceptes sont, comme vous avez remarqué, commencent tous par le ne pas. Donc on les appelle des fois des interdictions. Il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, etc. C'est la morale. Hein. On dit aux enfants, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Il y a des choses qui ne sont pas permises, qui sont interdites, etc. Du point de vue du zen, ce n'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr, il y a ce côté-là. Il ne faut pas faire le mal. Il faut pratiquer le bien. Et puis essayer de pratiquer le bien pour les autres, pas seulement pour obtenir des bons mérites personnels. Donc ça fait partie des préceptes aussi. Mais le plus important, c'est d'arriver à ce que les préceptes deviennent totalement inutiles. C'est-à-dire que, s'étant suffisamment éveillé à la véritable nature de notre existence, il y a un certain nombre de choses, de paroles ou d'actes que l'on ne puisse plus commettre. Ce qui fait que ce n'est même plus une contrainte. Le précepte n'est pas un interdit qu'il faut se rappeler, mais qu'on ne peut pas. Par exemple, tuer. Il est évident que tuer un être humain, à moins d'être vraiment très pervers ou fou, la plupart des gens ne le font pas. Hein. Il n'y a pas besoin de l'interdire. Mais on tue beaucoup d'autres êtres vivants sans trop de scrupules. Hein. Ne serait-ce que les moustiques ou... Bref, tout ce qui nous dérange. Et on ne se rend pas compte qu'on tue un être vivant, un être sensible. Et donc, alors ça ne veut pas dire que je ne suis pas comme les Jains qui balayent le sentier sur lequel ils marchent pour éviter de marcher sur un insecte. Il ne faut pas tomber dans des excès. Mais, quoique c'est bien comme pratique, mais c'est un peu excessif. Mais en tous les cas, le précepte de ne pas tuer, du point de vue de la pratique du zen, est réalisé lorsqu'on est en telle sympathie avec les êtres vivants qu'on a envie de les sauver, qu'on n'a pas envie de les tuer. Donc on va même se précipiter pour récupérer un insecte qui est en train de se noyer, voilà, plutôt que de se réjouir qu'il soit en train de se noyer. C'est une question de sensibilité, c'est-à-dire qu'on se met à la place de l'être vivant et on ne peut plus l'agresser, on ne peut plus le tuer, on ne peut même pas le laisser mourir, on va se porter à son secours. Et donc du coup c'est une source de valeur extraordinaire. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont ces valeurs dans la vie sans pratiquer le zen. Hein. Je crois que c'est profondément ancré dans la psyché humaine.
hein, tous les secouristes, tous les gens qui s'engagent dans des actions humanitaires, etc. Il y a dans l'être humain un désir profond de venir en aide aux autres. Je crois que ça fait justement partie de notre véritable nature. On va dire que la pratique de la méditation va nous aider à approfondir cela et à lever les obstacles à ce que nous puissions le pratiquer d'une manière plus spontanée, en n'en faisant pas un devoir, mais une manière d'être naturelle, c'est-à-dire une manière d'être éveillée, mais sans se prendre la tête en disant « moi je suis un éveillé », simplement éveillé à la vie telle qu'elle est, à la réalité de la vie. Donc on ne peut pas tuer, on ne peut pas agresser, on ne peut pas non plus voler. Si on est éveillé au fait qu'au fond, rien ne nous appartient en propre, je répète toujours ça, même notre propre corps ne nous appartient pas réellement, sinon on en aurait totale maîtrise. Or on va mourir un jour, ce qui prouve que notre corps, nous ne le maîtrisons pas. On tombe malade, on a des accidents, et surtout, si on observe ce qu'est ce corps, c'est la poussière d'étoiles. Nous sommes le produit de toutes les énergies du cosmos, le soleil qui fait pousser les plantes qui nous nourrissent, etc. Je vous laisse imaginer, je ne vais pas développer ça, mais c'est évident que notre propre corps appartient à tout l'univers, il ne nous appartient pas à nous. Hein. Voilà. Même si on peut prendre soin de ce corps, il faut prendre soin de ce corps parce que c'est notre dojo, c'est notre temple, c'est avec lui qu'on pratique la voie. Donc il faut prendre le plus de soin possible, mais finalement, on ne peut pas totalement le maîtriser. Mais il ne faut pas le mépriser. Voilà, il faut en prendre soin. Mais il ne nous appartient pas. Donc on ne peut pas voler, parce que rien ne nous appartient vraiment. On prend des tas d'assurances contre le vol, mais on finit toujours par perdre. À la fin, on est toujours perdant, parce qu'on ne va pas emmener dans sa tombe les choses auxquelles nous sommes attachés. Hein, ça n'existe pas. Bon, les Égyptiens, ils mettaient des petites statuettes, des choses comme ça dans les tombes, pour accompagner le mourant, mais finalement, on meurt seul, hein, à la fin. Donc, ça veut dire qu'on ne peut rien posséder véritablement. Donc, c'est une invitation à ne pas être avare, à ne pas être avide, et à l'inverse, vertu positive, c'est pratiquer le don, le partage. Et finalement, le don, le partage, au lieu d'être une perte pour celui qui donne quelque chose dont il va se priver, puisqu'il n'a plus de la donner, eh bien, est une source de joie pour celui qui offre. Autant, et sinon plus, que pour celui qui reçoit. C'est la raison pour laquelle, quand les moines demandent l'aumône en Asie, c'est la personne qui fait le don au moine qui remercie le moine d'accepter son don. Simplement parce que c'est une réalité. Il y a un mérite et un bonheur à donner, et surtout à donner à quelqu'un qui pratique la voie, donc qui a une vie qui est animée par une dimension spirituelle, un sens profond. Voilà, et alors, etc. Je veux dire, le pas voler, ne pas mentir, je le répète tout le temps, moi je m'excuse pour les gens qui ont déjà entendu mes conférences, parce que je suis obligé à chaque fois de le redire, mais ça me paraît fondamental. Ne pas mentir, c'est surtout ne pas se mentir à soi-même. Ce qui est la pratique de la méditation, c'est-à-dire le développement de la pleine conscience. C'est d'être pleinement conscient de ce que nous sommes, de ce qui nous anime, de ce qui nous traverse l'esprit constamment. Donc être lucide, donc ne pas se mentir à soi-même. Et puis ça nous amène à s'accepter soi-même. Et s'acceptant soi-même, on va beaucoup mieux accepter les autres. J'y ai fait allusion tout à l'heure à propos des ombres. Il y a un certain nombre de côtés chez nous qui ne sont pas très glorieux, qui ne sont pas des qualités, ce ne sont pas des choses dont on est fier. Et très souvent, on essaye de balayer ça sous le tapis pour ne pas le voir, ce que Jung appelait les ombres. Dans la pratique de la méditation, ces ombres, elles leur refont surface, parce que le projecteur, la lumière du zazen éclaire justement ces ombres, et les faire sortir. Ce qui fait d'ailleurs que souvent les gens qui commencent la méditation, ils ont l'impression de régresser, parce qu'au fur et à mesure qu'ils pratiquent, ils se découvrent de pire en pire. Mais ce n'est pas qu'ils deviennent pires, c'est qu'en fait, ils découvrent les parties sombres d'eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais découvertes auparavant. Et donc, c'est un grand nettoyage, mais c'est essentiel, parce que si on vit avec énormément de choses obscures en nous, négatives, mais que l'on a refoulées, ça persiste malgré tout. Et ça va conditionner certains comportements, des fois inexplicables. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Mais simplement parce qu'on a été surpris par quelque chose qui a été refoulé, qui fait surface, et qui nous fait faire ce qu'on ne voudrait pas faire. Voilà. La psychanalyse a bien étudié ça, et c'est une réalité. Donc, éclairer ces ombres, c'est fondamental. Et la pratique de la méditation nous y aide grandement. Pas besoin de faire une psychanalyse. On peut faire une psychanalyse, mais le zazen, c'est une analyse de soi, par soi-même,
à chaque instant, connaissance de soi par soi-même. Et donc ça c'est à propos de ne pas mentir. Pas de mauvaise sexualité ou ne pas abuser les autres. Du point de vue du zen, ça va être réaliser un amour authentique, c'est-à-dire un amour dans lequel l'autre n'est pas juste un objet de satisfaction sexuelle que l'on va exploiter, mais un être avec lequel nous allons partager non seulement les plaisirs de la sexualité, mais aussi la vie en général, avec ses joies et ses peines. Et donc on va établir avec la personne que l'on aime un compagnonnage, et si on est dans la pratique de la voie, un compagnonnage sur la voie. C'est-à-dire qu'on va cheminer ensemble. Et du coup, ça donne à la sexualité, qui est souvent le premier élément qui attire les êtres les uns vers les autres, une dimension beaucoup plus profonde. Parce qu'on peut parler de sublimation, mais ça veut dire que l'amour se raffine. Et ça veut dire quoi? Comme disent les Italiens, pour dire aimer, ils disent ti voglio bene. Mais ti voglio bene, je trouve une belle expression magnifique, parce que ça veut dire je te veux du bien. Je veux ton bonheur. Et c'est ça le véritable amour. C'est vraiment souhaiter le bien de l'autre. Et puis ne pas s'intoxiquer le corps et l'esprit, eh bien ça suppose une extrême attention à tout ce que l'on absorbe, pas seulement manger, boire, mais aussi toutes les informations qu'on absorbe. Par exemple, les moines zen, on leur déconseille complètement d'assister à des spectacles violents. Non pas pour nier qu'il y a de la violence dans le monde, mais parce que la violence vue, ça se grave dans l'esprit et ça devient une sorte de poison. Ça nous revient constamment comme une sorte d'obsession. Et donc il faut éviter d'absorber, par exemple, quand on regarde des journaux télévisés, généralement ce sont les catastrophes qu'on nous montre en priorité, les choses négatives de la vie, et on est alimenté constamment d'images vraiment sombres du monde. Hein. Bon, heureusement, parfois aussi on montre au contraire, il y a des secouristes, il y a des sauveurs, il y a des gens qui font du bien, etc. Il y a les deux versants. Mais je remarque que c'est surtout le côté négatif de la vie qui est montré dans les médias. Et donc il faut faire attention de ne pas s'intoxiquer avec ça. Alors évidemment, ne parlons pas des intoxications par abus d'alcool, prise de drogue, etc. Ça, il va de soi que si on pratique un chemin d'éveil, on ne va pas s'intoxiquer l'esprit avec des drogues. Quoique, il y a eu des gens qui ont cru qu'il y avait des drogues qui avaient une capacité d'éveil. Hein. Ça a été la grande illusion des années 60. Hein. Je suis passé par là aussi, donc on a tous fait ce genre d'expérience. On s'imagine qu'on va prendre du LSD et que ça va d'un seul coup nous élargir la conscience et qu'on va avoir un satori immédiat grâce à une drogue qui nous ouvre l'esprit. C'est très illusoire. Hein. Moi, pour l'avoir pratiqué, je peux vous dire que je ne conseille pas ce genre d'accès parce que, d'ailleurs, c'est très provisoire. Et puis, en plus de ça, il y a quand même parfois quelque chose qui est intéressant. Moi, j'ai eu l'occasion de sentir vraiment, d'être complètement, se sentir relié aux autres. Ça, je me suis dit, tiens, ça c'est une révélation. De sentir, mais relié presque physiquement, comme par un fluide, hein, un contact très proche avec tous les êtres. Donc ça, c'est un côté de révélation. Mais en général, les drogues, c'est pas très bon. Et donc, il faut les éviter. Et donc, ne pas s'intoxiquer le corps et l'esprit. Il n'y a pas besoin de prendre des substances pour éveiller l'esprit. Il faut méditer, c'est beaucoup mieux. Et notamment, se concentrer sur sa respiration. Être en pleine conscience de la respiration, si vous pratiquez ça pendant un certain temps, ça vous éveille vraiment. Beaucoup mieux que n'importe quelle substance. La respiration a un pouvoir d'éveil extraordinaire. Et c'est très sain, c'est de l'oxygène. Hein, ça n'a rien de toxique. Il ne faut pas trop s'hyperoxygéner parce que ça peut faire tourner la tête. Enfin bon, ça passe très rapidement. C'est ce qu'on appelle l'hyperventilation. Etc. Donc je ne sais pas s'il faut que je développe ça davantage. Je pense que vous avez pu comprendre à travers ce que je viens d'évoquer pour des préceptes que le zen nous permet de retrouver un fondement aux valeurs qui donnent un sens à la vie, même si on est devenu incroyant, athée, si on n'a pas une référence à une transcendance qui nous dicte ce qu'il faut faire dans la vie pour être quelqu'un de bien, ou pour être dans le juste, pour être dans le vrai, etc. Voilà. Bien sûr, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Le zen, c'est la vie. Moi, ça fait 45 ans que je le pratique, donc j'aurais beaucoup d'autres choses à en dire, mais je ne veux pas vous saouler, et surtout, je veux vous entendre. Donc, voilà, je voudrais qu'on passe encore un petit moment ensemble pour entendre vos propres réactions. Hein, il est 9h30.
On peut dire qu'on reste ensemble jusqu'à 10 heures, si ça ne vous ennuie pas. Si certains sont pressés, vous pouvez partir avant, hein, si on ne vous retient pas. C'est une précision concrète. Ici, nous pratiquons la méditation tous les jours, pratiquement. Je pense qu'on vous a tous donné des petits prospectus qui donnent des horaires de zazen. De préférence, le mercredi, comme maintenant, à 7h30 pour l'initiation à la pratique. Et si ce jour-là ne vous convient pas, vous téléphonez, vous prenez un rendez-vous et on vous accueille à un autre moment, autant que possible avant un horaire de zazen. La personne responsable du zazen en question viendra une demi-heure, 3/4 d'heure plus tôt pour vous accueillir et vous initier à la pratique. Voilà. À vous. J'ai oublié de boire du coup. Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a dit quelque chose pour les gens qui ne connaissaient pas le zen? Parce que ça correspond à quelque chose en venant assister à cette conférence, vous aviez quand même l'idée qu'il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à y trouver. Donc, est-ce que vous êtes déçu ou est-ce qu'au contraire ça correspond? Oui? J'ai une question. Tu as parlé du fait qu'il ne faut pas regarder, par exemple, les nouvelles qui sont violentes, parce que c'est en genre pour hasard. Il ne faut pas en abuser, je veux dire, hein, mais ça ne veut pas dire de ne pas voir non plus le mal qui existe dans le monde. Il faut le voir. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la société qui dit exactement l'inverse de ce que tu viens de dire, avec ce que nous portons dans la vie? Mais on vit dans la société, mais on n'est pas obligé d'en suivre sous les travers. Et dans le zen, on ne parle pas, on n'est pas à vouloir faire une révolution sociale et on ne pense pas qu'il faut révolutionner le monde pour se libérer. On pense qu'il faut commencer par donner l'exemple nous-mêmes, par nous-mêmes agir d'une manière plus saine, plus juste, et que par contagion bénéfique, par influence, on va dire, eh bien, les gens autour de nous vont recevoir une certaine inspiration à agir différemment. Moi, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, je pense que ça a peut-être un effet sur l'esprit d'un certain nombre d'entre vous, et que peut-être ça va vous inspirer une autre manière de voir les choses. Voilà. Donc, la société, bien sûr, on vit dans la société. Et c'est important, il ne faut pas non plus vouloir se mettre des œillères et se dire « je ne veux que voir le beau, le bien et le juste », et les images rassérénantes. Non, il faut voir tout ce qui existe, mais on est trop, ce que je voulais dire, c'est qu'on est trop abreuvé de violence, de catastrophes, et si on est témoin de violences auxquelles on peut remédier, c'est évidemment notre rôle de bodhisattva d'essayer d'éviter la violence et d'y remédier, d'empêcher qu'elle se manifeste, d'empêcher que la souffrance soit créée aux autres. Donc, bien entendu, mais passer en boucle des nouvelles catastrophiques, ça n'aide pas. Et ceux qui écoutent ça, à la rigueur, on va sortir son carnet de chèques et on va envoyer un chèque à une association humanitaire qui va venir au secours des gens qui sont victimes de catastrophes. Ça, c'est une bonne chose. Mais on n'a pas besoin d'entendre ressasser ça toute la journée et d'avoir des images catastrophiques sous les yeux toute la journée pour ça. D'accord? Non, je ne suis pas sûr si j'ai répondu à ta question. Je veux savoir plutôt comment éviter d'être poisonné, si ça, oui. C'est le mot, Oui. par tout ce qui est autour de nous dans la société. Pas que la violence, mais ça veut dire les ploubs et les gens qui pensent complètement l'inverse de l'esprit zen. Oui. Il faut développer la lucidité et avoir une capacité de recul. Souvent, le problème, c'est qu'on est un peu fasciné par ce qu'on voit. Le spectacle, la télévision, le film, aussi ce qu'on lit, on est absorbé dans une lecture, on est comme fasciné. Et on manque de recul. La pratique de Zazen, c'est exactement la pratique qui nous donne du recul. C'est-à-dire qu'on est assis face à un mur, on assiste à tout notre cinéma mental pendant 1 heure, hein, ça défile. C'est la société en miniature, hein, parce que toutes les influences qu'on a reçues de la société se reflètent dans le miroir de l'esprit en Zazen. Donc voilà. Mais l'avantage en Zazen, c'est qu'on a du recul. C'est-à-dire qu'on n'agit pas par rapport à ce que l'on voit. On en prend conscience. Et alors après, dans la vie quotidienne, on a la capacité, face à des publicités, face à des influences, à des propagandes, etc., de dire, bon, ok, ça, mais
qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Est-ce que je suis d'accord avec ça? On ne se laisse pas influencer si facilement. On a la capacité de revenir à soi, à sa lucidité, à ses valeurs, et à se dire, bon, ben, la société, bon, ça n'existe pas la société, c'est un ensemble de phénomènes qui font masse, la société, mais en réalité, dans la société, il y a toutes sortes de choses, il y a des choses excellentes aussi dans la société. Donc, moi, je n'aime pas les gros paquets comme ça quand on parle de la société. C'est à chaque instant, chaque jour, on est confronté à des situations, plutôt. Et ces situations, bien sûr, sont le reflet d'un ensemble d'une société. Donc, mais on en fait partie aussi. On peut influer dans le bon sens. Donc on peut, voilà. Mais ce qui est important, c'est la lucidité. Et donc le recul. Et non pas se laisser comme fasciné par ce que l'on voit. Voilà. Et la méditation, c'est fondamentalement ce qui nous donne cette autonomie, cette capacité de prendre du recul, parce que c'est ce que nous faisons. Quand on est assis, qu'on ne bouge pas, qu'on assiste à tout le cinéma mental. On n'adhère pas. C'est le principe fondamental du zazen. On n'adhère pas à ces pensées. On ne les supprime pas, mais on n'y adhère pas. Donc on retrouve une liberté fondamentale par rapport à ce qui normalement conditionne le comportement humain. On est conditionné par nos pensées, par nos pulsions, nos désirs, nos aversions, nos émotions. Et souvent, on agit par tout ça, par tout ce mental. Et on est comme une marionnette. Et si on est capable de méditer tous les jours, on assiste à tout ce cinéma dans la méditation, on prend du recul, et dans la vie quotidienne, on garde cette attitude, cette capacité de recul, donc de ne pas se laisser fasciner, et donc d'échapper au conditionnement de la société. Au moins, en grande partie. On n'est jamais totalement à l'abri, mais voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Une question qui est à la suite, en fait. Sur Attends, je n'ai pas entendu le mot que tu as employé. Une question sur qui est à la suite, en fait. La suite, au moment, quand on prend la distance, oui. Est-ce qu'à ce moment-là, déjà, on a un jugement? Est-ce qu'on n'est pas en train de dire... est-ce qu'on a un jugement sur les autres, par exemple, sur les gens violents? Est-ce que nous, on est la personne qui va se mettre en face, qui va dire, finalement, je le juge. Je pense que ce qu'il fait, c'est mal. Et à ce moment-là, quelle attitude? Est-ce que ça veut dire que ça ne nous regarde pas? Est-ce qu'il faut agir? Est-ce que je suis juste dans mon réaction? Moi, c'est là où je n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne par rapport aux autres. Oui, mais bien sûr. Le jugement, c'est le discernement. Donc, il y a l'aspect du jugement qui est très important, c'est-à-dire qu'il y a une capacité de juger des situations, des actions, de ce qui se passe, pour savoir comment faire face à ça. Donc il y a forcément une partie de jugement. Mais ça ne veut pas dire condamnation. Dans le mot jugement, il y a un côté négatif. Or, la pratique du zen nous aide à comprendre que, en fait, nul n'est mauvais vraiment volontairement. C'est que quelqu'un qui est violent, c'est qu'il est conditionné par quelque chose, par son histoire, souvent par son enfance, qui a été une victime auparavant et qui rend les autres victimes à son tour. Enfin, on connaît tout ça, ça a été largement étudié et démontré. Donc, le jugement ne veut pas dire condamnation, mais il faut quand même être capable de juger ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire avoir du discernement. Le discernement du point de vue du Bouddha, c'est-à-dire la capacité de discerner entre ce qui est juste et pas, ce qui est bon et ce qui est mauvais, c'est par rapport aux conséquences. Donc l'éthique bouddhiste, zen par conséquent, est une éthique conséquentialiste. On ne juge pas du bien et du mal en fonction de commandements, mais en fonction des conséquences que l'on peut, avec un peu d'observation et de sagesse, comprendre à quoi ça va aboutir. Et à ce moment-là, ça permet de juger si une action est juste ou pas. Et d'ailleurs, ça rend le jugement extrêmement nuancé. C'est pas si catégorique que ça. Je cite toujours cet exemple à propos du mensonge. On dit qu'il ne faut pas mentir. Oui, mais dans des cas, il faut mieux mentir. Parce que, comme le cas le plus classique, c'est de dire, pendant la guerre, si la Gestapo arrive chez vous et vous demande si vous hébergez des juifs, et si c'est le cas, il vaut mieux mentir. Bon, donc, c'est un exemple plus caricatural, mais il y a des cas,
comment dire, asséner la vérité. Il y a des gens qui sont un peu... Le misanthrope, c'est ça. Il assène sa vérité, des cas de vérité à tout le monde. Il faut un peu de délicatesse, justement un peu de sensibilité. Et des fois, on commet des maladresses, on ne se rend pas compte. Parce qu'on ne se met pas suffisamment à la place des autres. Et on croit bien faire. On dit quelque chose qui nous paraît être juste. Mais malheureusement, la personne qui le reçoit est tellement à vif, sensible par rapport à certaines choses, que ce qu'on a dit, qu'on croyait aider, ne veut pas l'aider. Donc, des fois, il faut au moins s'abstenir de dire certaines choses. Hein. Voilà. Mais toujours, le critère, c'est d'avoir la sagesse, et aussi l'empathie, de se mettre à la place de l'autre, et de savoir quelle dose de vérité, et quel genre de vérité dire. Et donc, quel genre de jugement avoir. Hein. Ça répond à ta question ? Bon. Merci. Voilà. Oui ? Moi, je ne connais pas du tout, je pratique tous les soirs. J'aimerais savoir, est-ce que c'est pas un côté un peu passif, le fait de méditer? Si on veut transformer le monde, si on veut agir, est-ce que c'est pas contre l'esprit du zen? Allez, je m'excuse. J'ai pas bien compris. Excusez-moi. En vous écoutant, oui. J'ai l'impression, avec ce temps, qu'il y a un côté un peu passif. Passif? Ah, oui. Non, pas du tout. Le zen, c'est l'action. Parce que c'est quand même un repli sur soi. Non. Le repli sur soi, il est quand on est assis en méditation face au mur. Et ça, nous le pratiquons mieux 1 heure par jour. Tout le reste du temps, on va être en contact avec la vie, avec les autres, au contraire. Et je crois, je ne sais pas si c'était là au début de la conférence, mais j'ai beaucoup insisté sur le fait que toute notre action, notre comportement dans la vie quotidienne va être inspiré par l'éveil réalisé dans la pratique de zazen. Et donc, on va être incité à avoir des actions plus justes. Et on agit, bien entendu. Il faut trouver l'équilibre. Vous savez, on est dans un monde où souvent les gens veulent, prendre parti pour ou contre quelque chose. Il faut avoir une attitude où il y a un peu unilatérale. Alors, soit on est dans la méditation, c'est-à-dire on est contemplatif, on va planer, on va être dans des sphères un peu éthérées, soit on est dans l'action, et alors on n'est que dans l'action, et on s'agite constamment toute la journée dans l'action. Eh bien, la pratique du zen, c'est d'harmoniser méditation et action. C'est, voilà, on se ressource dans la méditation, ça permet de développer sa lucidité, de développer énormément de qualités aussi utiles pour l'action, notamment la patience, la concentration. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est fondamental. Pour bien faire les choses, il faut être concentré. Le zen nous aide à être concentré, c'est-à-dire ne pas être distrait, donc avoir des gestes plus justes, etc. Être mieux capable de faire face aux situations parce qu'on a l'esprit plus clair. Voilà. Donc la méditation est ce qui va permettre d'avoir une action juste. Voilà. Et donc, méditation-action, c'est au même niveau dans la pratique du zen. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit aussi au début que le travail est considéré comme une pratique de méditation. Le travail, c'est de l'action. Mais on estime que se concentrer sur son travail, c'est l'occasion d'être vraiment présent ici et maintenant, ce qui est un des objectifs de la méditation zen. D'accord ? D'accord. Voilà. Si vous n'avez plus de questions, eh bien, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, non pas pour parler du zen, mais pour le pratiquer ensemble. Vous connaissez le lieu, vous avez les horaires. Certains d'entre vous pratiquent déjà régulièrement, d'autres j'aime le pratiquer. C'est pas compliqué, c'est très simple la pratique, hein, comme je vous l'ai montré. Si vous n'avez pas la possibilité de vous asseoir correctement sur un zafu, vous pouvez prendre une chaise. Vous pouvez venir essentiellement le mercredi soir, à la même heure que vous êtes venu tout à l'heure, pour l'initiation. On vous y accueillera. Il faut savoir, dans la pratique du zen, il n'y a pas seulement le zazen quotidien, il y a aussi des périodes plus intensives, des journées zazen, des sesshin, c'est-à-dire des stages qui durent généralement 3 jours, des week-ends de 3 jours, au cours desquels, justement, on peut s'exercer à associer la pratique de la méditation, qui a lieu 4 fois par jour, et le reste de la vie quotidienne, où il y a des actions. Donc on agit dans le quotidien avec les autres, on fait des choses ensemble, et c'est l'occasion de mettre en pratique le zazen avec la sangha, avec la communauté. Voilà, ça c'est une autre forme de pratique. Il y a aussi les stages d'été qu'on vient d'avoir, là, c'est des stages qui durent
une dizaine de jours, et au cours desquels on peut vraiment s'immerger profondément dans la pratique et prendre un peu de recul justement par rapport à l'agitation de notre vie quotidienne, se ressourcer et revenir après, espérons-le, mieux armés pour faire face à la vie quotidienne. Car le zen, c'est la vie quotidienne. D'ailleurs, il y a un koan zen très célèbre, qui veut dire en japonais Ijoshin Koredo, ça veut dire l'esprit quotidien, c'est la voie. Donc l'esprit du zen, ce n'est pas un esprit spécial, c'est l'esprit quotidien, c'est ce qui se manifeste quotidiennement, jour après jour. Voilà. Donc, voilà. Merci de votre attention. Ah, voilà, oui, c'est fondamental. J'ai parlé des initiations, mais samedi, il y aura toute la journée la possibilité de s'initier au zazen, de 9h du matin à 6h du soir. Donc il y a des personnes qui ont l'habitude de la pratique, qui vous accueilleront et qui vous aideront à pratiquer. Ça, c'est à la carte, donc vous venez à n'importe quelle heure, entre 9h du matin et 6h du soir. Et sinon, après, on va reprendre notre rythme régulier avec les horaires que vous connaissez maintenant. Et en particulier, donc l'accueil se fait plutôt les mercredis soirs. Mais ça peut se faire d'autres soirs, ça peut même se faire le matin, mais c'est plus difficile parce que le matin, le jour à 7h. Donc, pour avoir le temps de l'initier avant 7h, c'est un peu court. Mais des fois, une initiation très courte peut être bénéfique. Moi, je suis arrivé dans un temple zen la première fois en 1972. Le zazen allait commencer. Le moine m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire. Moi, je lui ai dit, je veux pratiquer le zen. Il m'a dit, viens. Il m'a mis sur un zafou. Il m'a dit, tu t'assois les jambes croisées, le dos droit, tu laisses passer les pensées. Tu te concentres sur ta respiration et tu laisses passer les pensées. Je crois que ça prend 30 secondes pour dire ça. Initiation en 30 secondes. Je vais faire plus rapide. Et je me suis retrouvé sur le zafou, sans autre explication. Et bien, ça a été le meilleur zazen de ma vie. Donc, vous voyez, débutant, d'ailleurs, on parle de l'esprit du débutant. L'esprit du débutant est extrêmement précieux. Il a été beaucoup chanté par Suzuki Roshi, parce que c'est un esprit qui est sans préjugés, en principe, parce que maintenant il n'y a plus de vrais débutants. Tout le monde a lu des tas de trucs sur Internet, etc. On croit savoir beaucoup de choses. Enfin, le véritable esprit du débutant, c'est l'esprit qui n'a pas l'expérience, qui ne sait pas par avance ce qui va se passer, qui n'imagine même pas ce qui va se passer, donc qui est apte à découvrir. Et ça, c'est aussi l'esprit du zen, c'est de retrouver cet esprit de débutant, c'est-à-dire un esprit pas naïf, mais un esprit accueillant, un esprit ouvert. Sans préjugés, prêt à faire l'expérience. Voilà, c'est ce que je vous souhaite de faire vous-même et de vous accueillir pour cela. Donc moi je ne serai malheureusement pas là samedi parce que justement je vais animer une séchine dans le côté de Montpellier, mais il y a d'autres moines et nonnes qui seront là et les anciens qui vous aideront. Et sinon, je serai là pour faire la semaine prochaine à tous les horaires de zazen. J'espère vous revoir. Bonsoir. Bonsoir. Merci.